Histoire extraordinaire, des récits inquiétants par Richard Fremder pour Timeline Radio. Je vais vous parler aujourd'hui d'une affaire un peu sordide, mais c'est un peu le principe de l'émission, Histoire extraordinaire. Je vais vous parler de l'empoisonneuse d'Anvers. Anvers, 1894, en Belgique. Dans une belle maison bourgeoise de la rue des Nerviens, on meurt beaucoup. Beaucoup. On meurt aussi discrètement. On meurt dans un lit propre, derrière des rideaux tirés, sous le regard inquiet d'une femme respectable. Cette femme s'appelle Marie-Thérèse Joniaux. Elle est née à Blaye. Elle vient d'une très bonne famille belge. Son père a été lieutenant-général, aide-de-camp du roi. Elle appartient, vous savez, à ce monde où on tient son rang, où on reçoit, où on voyage, où on ne laisse jamais voir la ruine qui approche. Et justement, derrière la façade impeccable, tout est en train de se fissurer. Marie-Thérèse Joniaux, effectivement, a besoin d'argent. Elle dépense trop, elle joue, elle emprunte, elle ment. Elle engage des objets au mont-de-piété local, elle écrit des lettres anonymes, elle invente des dettes d'honneur, des secrets de famille, des urgences dramatiques. Et puis un jour, autour d'elle, les proches commencent à mourir. Et à chaque fois, il y a une assurance vie. La première victime reconnue par la justice s'appelle Léonie Ablay. Et oui, Ablay, c'est la sœur de Marie-Thérèse. En 1892, Léonie est assurée sur la vie, pour une somme importante. Officiellement, il s'agit de protéger la famille, de couvrir des engagements, de régler des questions financières mystérieuses. Et puis, Léonie, du coup, vient habiter chez sa sœur, à Anvers. Et à ce moment-là, elle tombe malade. Et elle meurt. Le médecin conclut à une fièvre typhoïde. Rien de spectaculaire pour l'époque, rien de sanglant en plus, et rien qui fasse scandale. Ça arrive, et oui, c'est justement ce qui rend le poison justement si terrifiant. Il ne défonce pas les portes, il entre, vous savez, dans une tasse, dans une cuillère, dans un verre d'eau. Il imite la maladie. Il laisse derrière lui des médecins hésitants, des familles en larmes, des certificats de décès qui sont toujours plus rassurants. Et dans ce cas précis, il laisse aussi une bénéficiaire. Marie-Thérèse Joniaux touche donc l'argent. Mais l'argent ne suffit jamais. Parce que les mois passent et les dettes reviennent. Et la peur du déclassement revient. Le besoin de maintenir les apparences revient. Et c'est alors qu'un autre proche entre dans le cercle fatal. C'est Jacques van der Kerkhove, un oncle par alliance. Et lui aussi meurt chez les Joniaux. Lui aussi dans des circonstances qui, sur le moment, ne provoquent pas encore le scandale. Dans ces milieux bourgeois, on ne pense pas immédiatement au crime, on pense à la fatigue, à l'âge, la maladie, les nerfs, aux accidents de santé. On ne pense évidemment pas qu'une dame du monde puisse tuer. Et ça, c'est une erreur. La troisième mort va tout faire basculer en réalité. La victime s'appelle Alfred Ablay. Oui, c'est le frère de Marie-Thérèse. Il vit à Paris, il est dans une situation compliquée et sa sœur, du coup, le fait venir à Anvers. Et là encore, une opération financière est organisée. Là encore, il est question d'assurance vie. Alfred est assuré auprès d'une compagnie, la compagnie Gresham, une société londonienne. Marie-Thérèse explique que cette police d'assurance doit garantir des avances qu'elle aurait faites à son frère. Et elle paie les premières primes. Alors, Alfred s'installe chez elle et dans la nuit du 5 au 6 mars 1894, il meurt. Cette fois, la compagnie d'assurance n'y croit pas. Les assurés ont parfois une qualité que les familles endeuillées n'ont pas. Eux se méfient. Pourquoi cet homme vient-il à peine d'être assuré ? Pourquoi meurt-il si vite ? Pourquoi est-ce qu'on veut également l'enterrer aussi rapidement ? Et pourquoi prévenir la compagnie après coup ? Et donc, la Gresham porte plainte. Et soudain, toute la maison Joniaux se transforme en scène de crime. L'enquête est confiée au juge Eugène Ayotte de Termécourt. Il ne s'arrête pas à la dernière mort, lui. Il va petit à petit remonter le fil. Il examine les décès précédents, il regarde les assurances, il interroge les médecins, il fouille les comptes. Et il découvre
Parce que quand on fouille, on découvre. Et il découvre les dettes, et il découvre les achats de médicaments, et il découvre la morphine, et il ordonne ce que les familles redoutent toujours le plus, les exhumations. Et oui, on ouvre les tombes, et on va faire parler les morts. Et là, l'affaire devient l'une des grandes affaires médico-légales de la Belgique de la fin du 19e siècle. Parce que dans ces années-là, la justice change de visage. Le crime n'est plus seulement traqué par les témoins, les aveux, il est traqué par la chimie, par les viscères, par les analyses, par les experts. Le poison, qui a longtemps été l'arme parfaite, commence à laisser des traces, effectivement. Et on les trouve, ces traces. Alors Marie-Thérèse Joniaux nie. D'ailleurs, elle nie toujours. Elle donne des explications. Et puis d'autres. Elle affirme avoir acheté de la morphine pour des raisons médicales, tu penses. Elle évoque des prescriptions, des douleurs, des traitements. Sauf que les enquêteurs voient autre chose. Ils voient une femme qui achète des substances dangereuses. Ils voient une femme qui fait assurer ses proches. Ils voient une femme dont les proches meurent peu après. Ils voient une femme criblée de dettes. Et surtout, ils voient une sorte de système. C'est pas un accès de folie, c'est pas une dispute qui tourne mal, c'est pas un meurtre passionnel. C'est froid, c'est administratif, c'est presque comptable, c'est une assurance. On pourrait presque dire c'est une prime. Une maladie, un décès, un paiement, et ça recommence, nouvelle dette et nouvelle victime. Le procès, parce qu'évidemment il y a procès, s'ouvre à Anvers en janvier 1895. C'est un événement énorme. La Belgique entière suit l'affaire. La presse étrangère aussi. On vient voir cette femme comme on irait voir un monstre de foire, sauf que elle ne ressemble pas à un monstre. C'est justement ce qui fascine précisément. Marie-Thérèse Joniaux est une femme du monde. Elle a l'éducation, elle a le maintien, elle a le langage, les relations. Elle n'a absolument rien d'une criminelle, de la criminelle attendue. Pas de couteau, pas de cris, pas de vêtements tachés de sang. Non, seulement des flacons, des mensonges, des signatures au bas des contrats, des repas de famille et des chambres où on agonise. Doucement, mais sûrement. À la barre, les témoins se succèdent. Ils sont près de 300, imaginez ça. Médecins, pharmaciens, domestiques, parents, créanciers, assureurs, experts, etc. Tous viennent ajouter une pièce au puzzle petit à petit. Certains parlent de son train de vie, d'autres de ses dettes, d'autres de ses demandes d'argent répétées, d'autres encore de ses achats suspects. Et la défense tente de faire vaciller l'accusation. La défense insiste sur les incertitudes de la science. Elle rappelle que les morts quand même étaient malades. Elle souligne que les analyses qui sont pratiquées après exhumation sont toujours délicates. Elle suggère quand même qu'on est en train de construire une coupable parce que l'opinion, la fameuse opinion publique, réclame un monstre. Mais l'accusation tient sa ligne. 3 morts, 3 proches, 3 intérêts financiers, ça fait beaucoup, surtout pour une même bénéficiaire, une même maison, une même femme. Au fond, l'affaire Joniaux terrifie parce qu'elle inverse totalement l'image traditionnelle du danger. Vous savez, le danger vient pas d'une ruelle sombre à ce moment-là. Du coup, il vient pas d'un rôdeur, il vient pas d'un marginal. Non, il vient d'un salon, du repas familial, de la sœur attentionnée, de la parente qui accueille, de la dame qui veille au chevet. Le poison transforme l'intimité en piège. Et c'est pour ça que les empoisonneuses, d'ailleurs, fascinent tant le 19e siècle, qu'on retrouve d'ailleurs dans le Comte de Monte Cristo. Vous avez exactement ce type de personnage. Ces empoisonneuses semblent posséder une arme invisible, une arme domestique. Une arme qui se confond avec les gestes du soin, comme dans le Comte de Monte Cristo. Préparer une boisson, donner un médicament, servir un plat, calmer une douleur. Tout ce qui devrait finalement rassurer devient suspect. Et dans l'imaginaire collectif, l'empoisonneuse est d'autant plus inquiétante qu'elle tue en souriant. Le 3 février 1895, le verdict tombe. Marie-Thérèse Joniaux est reconnue coupable. Coupable d'avoir empoisonné sa sœur Léonie, coupable d'avoir empoisonné Jacques Van de Kerkhove et coupable d'avoir empoisonné son frère Alfred. 3 morts, elle est donc condamnée à mort. Mais en Belgique, à cette époque-là, la peine capitale est encore prononcée sans réellement être appliquée. Alors sa peine est commuée en détention à perpétuité. Marie-Thérèse Joniaux part en prison. Et tout le temps de sa détention, elle continuera
acclamer son innocence. Elle va même écrire un mémoire. Elle dénoncera une erreur judiciaire. Elle va mourir en 1923 à Anvers, à l'âge de 79 ans. Alors que reste-t-il de cette affaire ? Il reste une criminelle froide, une femme ruinée qui a sacrifié sa famille pour sauver les apparences, une victime d'un emballement judiciaire, ou les trois à la fois. De toute façon, c'est la force justement de l'affaire Jonio. Elle raconte un crime évidemment, mais elle raconte aussi une époque. Une époque où l'honneur bourgeois vaut presque plus que la vie. Une époque où l'assurance vie devient un nouvel outil financier et parfois une tentation criminelle. Une époque où la médecine légale commence à faire parler les cadavres. Une époque où les journaux transforment les procès en spectacle. Et surtout, elle raconte cette vérité glaçante. Les crimes les plus terribles ne sont pas toujours commis dans les bas-fonds. Parfois, ils se préparent dans les belles maisons, avec des manières parfaites. Des rideaux tirés, une signature au bas d'un contrat et quelques gouttes versées au bon moment. Marie-Thérèse Jonio est entrée dans l'histoire sous un surnom qui dit tout, l'empoisonneuse d'Anvers. Mais son affaire pose une question plus dérangeante encore. Combien de crimes auraient disparu pour toujours si une compagnie d'assurance n'avait pas eu un jour le mauvais goût de se méfier ? C'était Histoire extraordinaire pour Timeline Radio.